Bienvenue dans Parlement Hebdo, votre rendez-vous d'infos du week-end. Retour en 45 minutes sur les temps forts qui ont marqué la semaine politique, une folle semaine marquée à l'Assemblée par l'examen du projet de loi de modernisation de l'économie, au Sénat par la sempiternelle réforme des institutions, sans oublier bien sûr l'affaire du mariage annulé qui a quelque peu gâché l'existence de la garde des Sceaux, Rachida Dati. Autant d'événements sur lesquels, Perrine, nous attendons l'avis et les observations fines de notre invité de la semaine. Oui, et en tant que porte-parole du Parti Socialiste, Bruno Le Roux, bonjour. Vous avez forcément un avis sur tout. Je rappelle également que vous êtes député socialiste de la Seine-Saint-Denis. Vous avez donc la lourde tâche chaque semaine de porter la parole socialiste qui, comme chacun sait, est une et indivisible. Vous êtes également en charge au sein du parti des investitures pour les élections. Là, c'est une occasion pour vous, c'est un poste clé en tout cas pour se faire pas mal d'amis, voire parfois sans doute aussi des ennemis. Et puis pour vous situer un petit peu dans la galaxie socialiste en ce moment, vous êtes un proche de François Hollande. Alors ensemble, effectivement, nous allons passer en revue toute l'actualité de la semaine et on commence bien sûr par la journée de lundi. Et 3 lettres ont dominé la semaine à l'Assemblée nationale, LME, pour loi de modernisation de l'économie, un texte dont l'examen a commencé lundi, un texte un peu hétéroclite qui aborde différents sujets, simplification de la vie des entrepreneurs, au débit, livret A et surtout le nerf de la guerre, l'assouplissement des conditions d'installation des grandes surfaces, un sujet qui déplaît à la gauche mais aussi à une partie de la droite. Aussi, François Fillon a-t-il tout fait en début de semaine pour déminer? Tout de suite le rappel des faits avec Céline Bittner. C'est un texte à haut risque pour la majorité. La preuve, dans l'hémicycle, le gouvernement fait bloc. Pas moins de 5 ministres sont venus soutenir le texte. Objectif, éviter un nouveau couac. Ce matin encore, François Fillon a réuni les membres de la majorité pour trouver un accord sur le point qui fâche, l'assouplissement des conditions d'installation des grandes surfaces. Les députés UMP craignent pour l'avenir du petit commerce. Un compromis a finalement été trouvé. L'accord consiste à faire en sorte que dans 6 mois, on aura un texte pour introduire dans le code de l'urbanisme tout ce qu'est l'urbanisme commercial. Et on a aussi un accord sur 4 points de période transitoire et qui permet aux maires de réagir s'ils le jugent nécessaire. En clair, le gouvernement ne bouge pas sur le principe d'une plus grande liberté d'installation. Désormais, seuls les magasins de plus de 1000 m² devront demander une autorisation pour s'implanter. Avant, le seuil était fixé à 300 m². Mais en contrepartie, le maire aura plus d'autorité, un pouvoir d'intervention renforcé en matière d'urbanisme commercial. Quel est le maire qui peut se désintéresser de ses entrées de ville? Aucun. Or, vous savez bien ce qu'il est advenu au fil des 20 dernières années ou des 30 dernières années concernant les entrées de ville, avec ces immenses parkings, si vous voulez, concernant les installations commerciales. Si le gouvernement a réussi à apaiser les inquiétudes de la majorité, il doit encore faire face à une opposition très remontée. Pour le Parti socialiste, ce texte est fait pour contenter les grandes enseignes, rien de plus. Il y a eu un accord préalable entre, par exemple, Michel-Édouard Leclerc et le président de la République. Il s'en était pas caché. En commission, il nous avait expliqué que le prochain texte Châtel, il y en a un toutes les 3 semaines, dont j'exagère, il y en a un tous les 3 ou 4 mois. Le prochain texte Châtel traiterait de la négociabilité. Aujourd'hui, il a obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire que on va pouvoir, passez-moi l'expression un peu vulgaire, serrer le kiki aux fournisseurs sans qu'ils puissent avoir le droit de râler. Le débat sur le projet de loi de modernisation de l'économie s'annonce long et tendu. 1500 amendements ont été déposés sur ce texte. 44 articles censés doper la croissance et créer de nouveaux emplois. Alors Bruno Le Roux, est-ce que sur ce sujet, là encore, on n'est pas dans une espèce d'opposition un peu manichéenne entre la droite qui parle flexibilité économique et la gauche qui donne le sentiment de ne pas vouloir toucher à l'existant? Non. 2 dimensions d'abord. La première, et le mot n'a pas été repris alors que c'était le fer de lance du gouvernement il y a encore quelques jours. Vous n'avez pas employé une seule fois dans ce reportage le mot pouvoir d'achat. Or, on nous vendait ce texte il y a encore quelques jours comme un texte censé susciter de la croissance supplémentaire et donc du pouvoir d'achat pour les Français. Et on voit bien... Christine Lagarde en a reparlé lors de la discussion générale. Elle en a reparlé, mais aujourd'hui... Elle espère 0,3%. Oui, on sait très bien qu'on est uniquement là dans des intentions et que ce texte n'est pas une loi de modernisation parce que si les mots ont
certain sens. Et la modernisation ne veut pas dire grand-chose. Alors il faudrait assumer très clairement ce qu'est ce texte pour savoir où sont les désaccords entre la droite et la gauche. C'est une loi de dérégulation de l'économie. C'est une loi de déréglementation. Et il y a une succession d'articles très importants, les uns après les autres, sur l'organisation de la concurrence, sur l'organisation même de notre droit du travail, sur la question de l'activité salariée, du statut d'entrepreneur. C'est un texte très hétéroclite. Il y a des choses que vous gardez ou vous rejetez tout en bloc sur ce texte? L'autorité de la concurrence, car s'il y a un problème en France, et le gouvernement peut toujours dire aujourd'hui, nous voulons faciliter l'installation des moyennes surfaces. Mais aujourd'hui, il y a une telle concentration de la grande distribution dans notre pays, qu'à la différence de l'Allemagne, quand la ministre fait le tour et va constater en Allemagne que le panier de la ménagère est moins cher, c'est tout simplement parce qu'en Allemagne, il y a une forme de concurrence beaucoup plus forte, et que ceux qui vendent les magasins... Donc vous admettez le principe de plus de concurrence, mais pas de la manière dont c'est pratiqué par la majorité. La concurrence n'existe pas aujourd'hui dans notre pays. Donc, il faut elle est faite d'antan. De dérégulation. Donc ce que je retiens dans ce texte, c'est la nécessité de mise en place d'une autorité de la concurrence, et je pense qu'elle aura beaucoup de travail dans notre pays parce qu'il y a beaucoup trop d'ententes. Je regrette que ce texte mettre les centres-villes à mal sans qu'il y ait de possibilité de véritable croissance, et surtout il va y avoir une pression. Le rôle du maire est aujourd'hui, vous savez, sous pression. Quand il a aujourd'hui des demandes qui sont des demandes faites par la grande distribution, il est souvent difficile d'y résister, mais j'ai surtout peur pour les petits industriels et pour les agriculteurs de notre pays qui risquent de beaucoup souffrir dans ce qui va leur être demandé dans les mois prochains. Allez, la suite lundi, alors que la prochaine mobilisation dans la fonction publique est prévue pour mardi prochain, le 10 juin, Nicolas Sarkozy a cherché cette semaine à convaincre les enseignants des biens fondés de ces réformes dans l'éducation nationale. Lundi, il recevait donc à l'Élysée les présidents d'université, les recteurs, les inspecteurs d'académie pour leur exposer sa vision du lycée de demain. Une réforme notamment sur les filières devrait voir le jour pour la rentrée 2009. Une réforme qui inclut aussi une refonte de la formation des enseignants. Et là, sur ce point, le consensus est loin d'être acquis. Nicolas Béard. Après la réforme du lycée de Xavier Darcos, Nicolas Sarkozy s'attaque à la formation des enseignants. Et c'est pour cela que nous avons décidé avec Xavier Darcos que les différents concours, professeurs des écoles, CAPES, agrégation, soient intégrés au cursus universitaire et soient ouverts à tout titulaire ou futur titulaire d'un Master 2. En échange de cette année d'études supplémentaires, eh bien, nous nous engageons à ce que les débuts de carrière soient revalorisés. Première modification, dès 2010, pour devenir enseignant, il faudra désormais être titulaire d'un master, soit 5 ans d'études, contre 3 actuellement. L'école a besoin de réformes, mais elle a surtout besoin d'une ambition, d'un projet et de l'adhésion des professeurs. Je suis inquiet de la méthode qui est utilisée aujourd'hui, parce que justement, elle n'a pas l'adhésion des professeurs. Un niveau d'exigence plus élevé qui va permettre une revalorisation des premiers salaires des enseignants. Aujourd'hui, un professeur gagne 1,3 fois le SMIC en début de carrière. La réforme doit s'appliquer dès septembre 2010. L'Éducation nationale envisage de supprimer 24 000 postes de fonctionnaires stagiaires. Mais voilà, du côté des syndicats, l'accueil est plutôt mitigé. On regrette notamment la disparition des IUFM, mais aussi le manque de professionnalisation des masters. On risque d'instituer une coupure entre des recrutés niveau master nettement mieux payés et sans doute bien moins bien formés, et puis celles et ceux qui feront tourner la maison depuis des années et qui risquent d'avoir des niveaux de rémunération inférieurs. Jeudi, Nicolas Sarkozy doit effectuer un déplacement dans une école. Un livre blanc avec l'ensemble de ses propositions sera également soumis avant l'été par le ministère de l'Éducation nationale. Voilà, donc un reportage de Nicolas Béard et Charlotte Riesi. Alors Bruno Leroux, mieux vaut des profs bien dans leur métier, c'est-à-dire bien formés, bien payés, plutôt que trop nombreux? Mais pour moi, je n'oppose pas l'un à l'autre. Quelle est aujourd'hui la ligne, le fil rouge du gouvernement ? Faire des économies budgétaires dans tous les ministères. Et qu'a-t-on trouvé sur l'éducation nationale, là, dans la formation des enseignants? L'idée de se dire on va supprimer 24 000 postes de fonctionnaires stagiaires. Il y avait une spécificité dans le système français qui faisait que l'on étudiait 3 ans et qu'ensuite on devenait fonctionnaire stagiaire. C'est-à-dire que sa formation, on l'accumulait ensuite au contact de la classe, avec un rapport aux élèves, une pédagogie acquise. Là, alors que là maintenant, on va faire 5 ans et ensuite on choisit de ne rentrer ou de ne pas rentrer d'ailleurs.
dans la fonction publique et notamment dans l'éducation nationale. Et outre la question de la mixité, parce que vous le savez, plus on va loin dans les études et moins il y a de mixité sociale. Se pose aussi la question de est-ce qu'on ne va pas tarir la source de ceux qui veulent avoir vocation demain à aller dans le secteur de l'éducation nationale. Mais on est que dans une logique quantitative, il n'y a aucun qualitatif, il y a comme des choses qui sont tentées beaucoup en ce moment dans l'éducation nationale. Le qualitatif, ce que je souhaiterais, c'est que depuis maintenant plus de 3 mois, il y a des réformes qui sont annoncées tous les 15 jours, sans aucune concertation. S'il y avait véritablement une envie qualitative, moi je fais confiance à ceux qui sont les partenaires de la communauté éducative pour le reconnaître. Et donc, la méthode même du gouvernement me pose problème. C'est toujours difficile en même temps de bouger, de faire bouger dans l'éducation nationale. Non, c'est pas difficile. Pour vous, il n'y a pas de nouvelle dynamique? C'est pas difficile de faire des concertations. C'est pas difficile d'afficher une ambition et de mettre sur la table. Moi, je ne m'explique pas comment, depuis maintenant plusieurs mois, toutes les réformes. Par exemple, est-ce que vous pensez que c'est une avancée quand on réduit de 2 heures par semaine le temps d'enseignement en école primaire? Non, ça se place dans un contexte d'économie budgétaire pour faire en sorte qu'il y ait moins d'heures travaillées à l'école. Et donc, je le dis, cette réforme est aujourd'hui vue par le petit bout de la lorgnette et je souhaiterais qu'il y ait une véritable concertation dans l'éducation parce qu'on parle quand même de l'avenir de notre pays. Allez, la journée de mardi maintenant avec les députés qui votent la réforme des institutions. Effectivement, Perrine, c'était le vote de la semaine, le vote en première lecture à l'Assemblée nationale de la réforme hautement polémique des institutions. Après moult tergiversations, la gauche, dans son ensemble, a finalement voté contre le texte, même si le PS continue d'expliquer que les jeux ne sont pas faits pour le congrès de juillet prochain. Tout de suite, le récit de ce vote avec Chloé Buffard. Jusqu'au dernier moment, François Fillon tente de convaincre les socialistes. 107 amendements adoptés, dont une vingtaine déposés par l'opposition. Le gouvernement a par exemple accepté le principe d'un référendum d'initiative populaire. Le Premier ministre demande donc à la gauche de faire un effort. Je dis à l'opposition que la cohérence voudrait que cet esprit d'union se manifeste jusqu'au bout. Parce qu'on ne peut pas d'une main enrichir le contenu d'un texte et de l'autre main voter contre sa mise en œuvre. Mais pour les socialistes, le compte n'y est pas. La majorité a refusé la réforme du Sénat, refusé encore la comptabilisation du temps de parole du chef de l'État. En première lecture, ce sera donc non, un non en forme d'attente. Notre vote n'est ni figé, ni définitif. Nous allons évaluer au Sénat, puis en deuxième lecture, les avancées et les reculs qui vont s'opérer. Notre seule boussole, c'est l'envie de faire évoluer notre démocratie. Un non socialiste unitaire, car même les députés qui se disaient prêts à voter la réforme dans une tribune du Monde ont voté contre. C'est parce qu'il n'y avait pas eu de position du groupe, parce que nous n'en avions pas débattu, parce que nous n'avions pas arrêté notre position majoritairement, que nous nous sommes librement exprimés. Le groupe ayant décidé de voter non en première lecture, je voterai non, mais vraiment sans aucun problème cet après-midi. Côté UMP, c'est un large oui. Seule une dizaine de députés, souverainistes ou vilpinistes, ont voté contre. C'est aussi oui pour le nouveau centre, mais plus timide. Certains se sont même abstenus. Pour les centristes, le texte doit être amélioré, notamment sur la question de la limitation du droit d'amendement. Quant aux Verts et aux communistes, ils ont voté contre la réforme. Sans surprise, ils estiment qu'elle ne va pas assez loin en matière de droit de l'opposition. Pour 315 contre 231. Malgré l'opposition de la gauche, la réforme est votée, mais le nom du PS rend incertain son adoption lors du congrès de Versailles, car le gouvernement aura besoin des 3/5 des suffrages exprimés. Et prochaine étape pour ce projet de loi constitutionnel sur les institutions, eh bien, l'examen, bien sûr, par le Sénat, ce sera à partir du 17 juin. Les sénateurs, d'ailleurs, entendent bien imprimer leur marque sur ce texte. Donc, on peut s'attendre à de nouveaux amendements de la part de l'opposition, bien sûr, mais aussi de la majorité. Plusieurs points, en effet, ne font pas l'unanimité à droite, comme par exemple la limitation du 49.3 ou la suppression du référendum automatique pour tout nouvel entrant dans l'Union européenne, à part, bien sûr, pour la Turquie. Pierre Bonjoseph. Défendu par Nicolas Sarkozy et inspiré des travaux d'Édouard Balladur, c'est un texte largement modifié par les députés qui arrivera au Sénat le 17 juin, à commencer par l'article 1er qui reconnaît désormais les langues régionales. La langue française, pour nous, est quelque chose de primordial. Je ne comprends pas qu'on essaie de mettre d'autres langues. La langue française, c'est l'unité de la République. C'est comme ça qu'elle a été créée. Et pour les Français de l'étranger, c'est plus qu'important. On a déjà mis suffisamment de temps à réaliser l'unité nationale
et le français pour tous, que c'est peut-être prendre un risque que d'ouvrir cette possibilité. Donc le sujet n'est pas tranché. 3 pages plus loin, autre modification, autre article, l'article 11 qui inscrit la parité homme-femme dans la Constitution. Les avis divergent, même chez les sénatrices. Est-ce que ça doit figurer dans la Constitution ? Encore une fois, je vous dis, la Constitution est bien faite et je pense que la Constitution ne doit pas être trop bavarde. L'amendement de Madame Zimmermann est bien. En même temps, j'ai quelques méfiances parce que l'égalité, elle est d'ores et déjà inscrite et on voit où on en est aujourd'hui en matière d'inégalité. Mais c'est l'article 33 qui concentre les attaques, gauche et droite unis contre l'obligation de recourir au référendum pour l'adhésion de la Turquie. C'est un amendement qui mérite d'être... je dirais pas amendé, mais tout simplement supprimé, c'est-à-dire revenir à la position initiale et pas de référendum, puisqu'il y a d'autres possibilités pour l'État français, pour le président, mais aussi pour le Parlement, de refuser un pays, en tout cas son entrée dans l'Union européenne. C'est inadmissible d'avoir dans la Constitution un droit qui s'applique visiblement à un pays, en tout cas à l'échelle historique, à un seul pays qui demande à entrer dans l'Europe. C'est absolument inadmissible. L'examen du texte risque d'être plus compliqué au Sénat qu'à l'Assemblée. Édouard Balladur en personne a fait le déplacement auprès du groupe UMP pour faire, dit-on, de la pédagogie. Alors Bruno Le Roux, on a entendu tout à l'heure Jean-Marc Ayrault dire dans l'hémicycle de l'Assemblée que le vote des socialistes n'était pas figé. Qu'est-ce qui pourrait encore le faire évoluer bien sûr vers un oui à cette réforme des institutions? Je vais vous dire les choses clairement. Dans ce texte, le président de la République n'était intéressé que par une chose, venir devant le Congrès. Cela a été mis en place, cela ne me pose pas de problème. Si cela reste dans le texte, nous l'accepterons. Par contre, ce que nous souhaitons, c'est qu'il puisse y avoir dans les prochaines lectures avancées sur le mode de scrutin sénatorial. Je ne reviens pas sur la démonstration, seule assemblée à n'avoir jamais connu d'alternance dans notre pays. Nous voulons qu'il y ait une avancée sur la comptabilisation des temps d'expression politique. Les choses peuvent avancer d'après ce que nous avons compris. Et nous voulons qu'il y ait une avancée sur le droit de vote des étrangers aux élections locales, qui était un des engagements du président de la République. Et donc s'il y a cela, à ce moment-là, nous ne ferons pas un problème de ce qui était pour nous pourtant quelque chose que nous ne voulions pas, l'expression du président devant le Parlement. Mais c'est un package global, il faut que le gouvernement accepte l'ensemble de ces conditions, ou est-ce que s'il y a une ou deux de ces conditions qui passent, ça peut suffire pour un oui des socialistes? Pour que ce texte ait de l'ambition, il faut qu'il y ait des avancées. On ne parle pas d'un petit texte. Pour l'instant, il n'y a que peu d'avancées dans ce texte. Il y a même un recul profond. La limitation du droit d'amendement à l'Assemblée nationale. Parce que on nous dit quelquefois qu'il y a de l'obstruction à l'Assemblée nationale. Mais quand la majorité est de gauche dans ce pays et que le Sénat a le pouvoir de blocage, là on ne parle pas d'obstruction, c'est quelque chose qui semble normal aujourd'hui à la droite. Et donc, il ne peut pas y avoir limitation du droit d'amendement. Il doit y avoir réforme du Sénat, droit de vote des étrangers, comptabilisation des temps. Et là, nous serons dans une réforme profonde de notre démocratie. Et là, le président pourra venir, s'il le veut, s'exprimer devant nous. Nous verrons si l'avenir vous donne raison ou pas. On va embrayer maintenant, Bruno Le Roux, sur l'autre sujet épineux de la semaine, l'affaire qui a quelque peu gâché la semaine de la garde des Sceaux. Mardi, en effet, Rachida Dati a dû s'expliquer à l'Assemblée nationale sur sa tardive décision de faire appel du jugement, vous vous en souvenez, qui a annulé un mariage pour cause de mensonges sur la virginité de l'épouse. La ministre de la Justice qui s'est un peu lâchée à l'occasion de cette séance de questions au gouvernement. Une drôle d'ambiance dans l'hémicycle que nous raconte Anaïs Koubatian. Les socialistes interrogent Rachida Dati sur une question qui divise, à droite notamment. Quelles instructions comptez-vous donner si le jugement d'appel confirme la décision du tribunal de Lille? Êtes-vous prête à déposer un projet de loi qui mette fin à toute ambiguïté? La garde des Sceaux ne répond pas directement, mais sur un ton polémique, se laissant envahir par l'émotion. Où étiez-vous lorsque vous avez créé la politique des grands frères? Quand vous avez abandonné un nombre de jeunes filles dans ces quartiers difficiles entre les mains des grands frères? La politique des grands frères, c'est vous. Alors vous pouvez attaquer la garde des Sceaux, vous pouvez m'attaquer, mais j'ai échappé à l'échec de votre politique. C'est ce qui vous dérange. Alors s'il vous plaît, de grâce, n'empêchez pas ces jeunes filles d'être libres. Ne les empêchez pas d'être libres.
Semaine difficile pour Rachida Dati, après avoir été critiquée notamment sur sa discrétion pendant la réforme des institutions et sur sa première réaction face à l'annulation du mariage par le tribunal de Lille. Sa meilleure défense est donc l'attaque. Elle s'en prend à la politique d'intégration de la gauche. Pour les socialistes, le problème est évidemment ailleurs. Le problème, c'est pas la politique d'intégration des socialistes. Le problème, c'est la compétence du garde des Sceaux. Et quand le garde des Sceaux se met à approuver des décisions qui sont inacceptables, qui touchent à toutes les valeurs de la République, qui touchent aussi aux droits, avant de se déjuger, sous la pression de la chancellerie, le problème, c'est que fait Madame Dati dans un gouvernement. Quand vous acceptez de rentrer dans un gouvernement, j'ai envie de dire c'est pour le meilleur et pour le pire, mais je ferai une référence un peu idiote aujourd'hui, c'est quand même pour assumer des situations lourdes. Et vous n'êtes pas là pour être adulé, pour sortir le soir, pour mettre votre robe, pour aller en voyage. C'est pas du show business, c'est pas du people, c'est difficile. Sur les bancs de l'UMP, les avis sont partagés. Et dans les couloirs du Palais Bourbon, les députés de la majorité ne se bousculaient pas pour défendre la garde des Sceaux. Alors on a quand même senti que les masques tombaient un peu mardi. Jusqu'à présent, même la gauche s'était montrée très généreuse vis-à-vis de Rachida Dati, aussi parce qu'on le sait, elle était un symbole de l'intégration à la française. On a le sentiment maintenant que tout cela est derrière vous et qu'aujourd'hui vous assumez de vous lâcher un peu. On passe peut-être de la fascination au lynchage. Ce n'est pas ça. Nous avons posé une question à Rachida Dati parce qu'il y avait eu mauvaise expression dès le début de cette affaire. Et donc nous lui donnions une occasion. Nous ne voulions pas ne pas poser la question sur un problème grave. Elle a choisi d'être dans l'agression sur un sujet où pourtant elle avait été du début jusqu'à la fin à côté de la plaque, dans sa première réaction et je dirais même dans sa décision finale qu'elle fait au nom du gouvernement. Parce que la décision qu'elle prend au final de faire appel de cette décision est incohérente avec sa première réaction, mais elle est surtout incohérente avec la volonté de faire véritablement progresser sur un la loi. cas aussi délicat. Mais vous savez, on a des conseillers quand on est ministre. On ne réagit pas simplement parce qu'on reçoit un coup de fil et que l'on est amené à réagir tout de suite. Quand on est garde des Sceaux, on réagit au nom d'un gouvernement avec l'idée qu'est la loi républicaine. Et donc je pense qu'il faut se garder de première réaction et surtout derrière, bien savoir y revenir. Bruno Le Roux, vous avez entendu Marie-Lise Lebranchu, les propos très durs qu'elle tenait sur Rachida Dati. Vous avez vu aussi peut-être cette une de l'Express, cette semaine, enquête sur les caprices de la garde des Sceaux. Est-ce que le débat est vraiment digne et surtout vraiment juste? Je n'ai absolument rien à faire de ce qu'est en privé ou de ce que montre Rachida Dati comme garde des Sceaux. Je me borne à constater que depuis maintenant plusieurs mois, en commission des lois, dans l'hémicycle, dans la façon dont elle réagit, elle est quelquefois très légère par rapport à ce qu'est la fonction même d'un garde des Sceaux. Et donc elle pourrait faire n'importe quoi à côté, je n'ai absolument aucun commentaire à faire. Ce que je lui demande, c'est de mettre plus d'énergie dans sa fonction de garde des Sceaux et d'assumer la réalité de cette fonction dans sa plénitude. Elle l'est encore aujourd'hui, qu'elle assume sa fonction. Allez, on poursuit la semaine avec maintenant les opérations escargots, barrages filtrants et autres péages gratuits sur les routes de France. Tous les jours de cette semaine, les professionnels de la route ont multiplié les actions coup de poing pour réclamer un gazole moins cher et un carburant professionnel européen au même prix pour tous. Nicolas Béard les a rencontrés. Pas moins de 80 poids lourds et plus de 220 km de bouchons. Parti de Gennevilliers ce matin, l'opération escargot des transporteurs routiers s'est achevée devant le siège du pétrolier Total. Demain, on va à Bussy-Saint-Georges et on sera là. Même si on perd de l'argent, on sera là. Parce que vaut mieux perdre de l'argent que de perdre tout. Le litre de gazole a augmenté de 25% depuis janvier. Pour pouvoir boucler les fins de mois, les routiers demandent un allègement de leurs charges. Ils réclament également un remboursement immédiat de la détaxe de la TIPP. Ils sollicitent le gouvernement pour une fixation au niveau européen des prix des carburants. On espère très fortement de la présidence française de l'Union européenne. On a 6 mois pour faire avancer et faire valider, adopter et voter cette question du gazole professionnel au niveau européen. Il faut y arriver. C'est une question de vie ou de mort pour les entreprises françaises aujourd'hui. Le secrétaire d'État au transport a promis de présenter un amendement à la loi sur la modernisation de l'économie, un amendement qui obligerait les transporteurs à répercuter la hausse des prix du carburant sur leurs clients, déraisonnable selon eux. En fin de compte, ça va nous faire perdre des marchés parce que les clients vont aller voir ailleurs et ailleurs ils vont trouver des prix 30% moins chers que les nôtres. Donc en fin de compte, ce n'est pas du tout la bonne solution. C'est donc bien un bras de fer qui a débuté entre les routiers et le gouvernement. Sans nouvelle proposition, d'ici jeudi, la profession menace d'un nouveau mouvement national cette fois-ci.
Et en fin de semaine, donc, Dominique Bussereau a annoncé une série de mesures en faveur de ce transport routier, donc pour calmer la colère des professionnels. Le secrétaire d'État a promis un étalement du paiement des charges fiscales et sociales et un versement anticipé de 100 millions d'euros au titre du remboursement de la TIPP. Des mesures qui restent insuffisantes pour les fédérations de transport qui restent mobilisées. On a l'impression que c'est un peu une équation impossible, Bruno Leroux. Comment finalement résoudre les problèmes de ces professionnels de la route sans totalement grever le budget de l'État? Vous croyez qu'il n'y a que les problèmes des professionnels à résoudre? Moi, j'en entends parler tous les jours, par des salariés de ma circonscription, par des gens qui vivent... Alors, qu'est-ce que vous proposez? Mais le véritable problème aujourd'hui, c'est que le gouvernement semble insensible à ce qui se passe, à cette hausse. En tout cas, il ne réagit pas et dans le même temps, il ne prévoit pas bien l'avenir. Dominique Bussereau a annoncé des mesures. Non, il annonce des mesures qui sont des mesures. Moi, j'étais par exemple frappé qu'il y ait dans les demandes des professionnels des mesures qui soient des mesures particulièrement importantes pour l'avenir. Par exemple, le fait qu'il puisse y avoir aujourd'hui une aide au changement de matériel, à des matériels qui soient des matériels propres. Or, nous savons que nous sommes dans quelque chose qui n'est pas une crise conjoncturelle, qui est une vraie crise structurelle, et les professionnels ne s'y trompent pas. C'est les plus faibles qui vont tomber les premiers. Vous avez des vraies propositions audibles au Parti socialiste sur ces sujets-là? Bien entendu. Audibles et crédibles? Bien entendu. D'abord, dans un premier temps, nous avons dit, pour les salariés, parce que je parle en particulier des salariés, nous voulons le chèque transport tout de suite. C'est un serpent de mer. Tout de suite. C'est pas un serpent de mer. Le chèque restaurant, ça marche. Le chèque vacances, ça marche. Pourquoi demain, le chèque transport ne marcherait-il pas? Parce que les entreprises ne le voudraient pas. Mais il y a des moyens de les contraindre aujourd'hui à participer au financement et à faire en sorte qu'un certain nombre de super profits des compagnies, mais plus encore à côté de cela, il faut donner le signe que nous n'allons pas laisser se créer la fracture énergétique dans notre pays. Car c'est les plus faibles, que ce soit les petits entrepreneurs, que ce soit les salariés les plus modestes, qui les plus vite seront étranglés par cette fracture énergétique. Alors il faut mettre en place l'accès aux nouvelles technologies, l'accès aux nouveaux matériels. Et là, de ce point de vue-là, le gouvernement est véritablement sans réponse. Allez, on avance et on regarde maintenant la journée de mercredi avec votre rubrique préférée, le couac de la semaine. Eh bien, le couac de la semaine, c'est bien sûr la démission des socialistes de la commission Copé sur l'avenir de l'audiovisuel public. Les démissionnaires qui reprochent au président Sarkozy d'avoir refusé par avance toute augmentation de la redevance pour compenser la fin de la pub. Si tout se joue à l'Élysée, pas question pour le PS de faire de la figuration dans une commission jugée alors prétexte. Le couac de la semaine sur lequel revient pour nous Nicolas Béard. Moi qui rêve d'une vision moderne de la politique, je veux dire que dans ce domaine-là, l'opposition, malheureusement, n'a pas relayé. La nouvelle télévision publique se fera sans eux. Les 6 parlementaires socialistes et communistes ont décidé de claquer la porte. Selon eux, l'ombre du chef de l'État planerait un peu trop sur les travaux de la commission. Nicolas Sarkozy s'est opposé à une hausse de la redevance. Le veto présidentiel a donc été acté par la commission. À partir du moment où le commanditaire lui-même, celui qui pose les questions, avant même que nous ayons terminé notre travail, apporte lui-même les réponses et fragilise les 2 piliers de l'audiovisuel public, qui historiquement sont les ressources publicitaires d'un côté et la redevance de l'autre, on voit bien la difficulté à laquelle on est confronté. La publicité du service public ira sur TF1 et M6. Ces chaînes devraient bénéficier d'une coupure pub supplémentaire, une faveur au privé que dénoncent les parlementaires socialistes. Il y a à peu près 550 millions d'euros de plus pour le secteur privé. La manne du public, de la publicité du public vers le privé, plus les 300 millions à peu près évalués de la deuxième coupure publicitaire, donc plus 550 millions pour TF1, M6 et les amis du président, et pour le secteur public, moins, et une incertitude totale sur les compensations possibles. La suppression de la publicité, c'est 800 millions d'euros en moins dans les caisses de France Télévisions. La question demeure donc, comment financer le manque à gagner? La Commission envisage pour le moment une taxation des fournisseurs d'accès Internet, ainsi que des nouvelles recettes publicitaires des chaînes privées. Une chose est sûre, pour le moment, pour beaucoup d'experts, le compte n'y est pas. Bruno Leroux, est-ce qu'il ne va pas être reproché aux socialistes d'avoir quitté cette commission Copé, d'une certaine manière d'avoir abandonné le navire? Est-ce que l'audiovisuel public, par exemple, ne va pas vous reprocher de les abandonner? Non, mais en même temps, il ne peut pas être pour nous question d'être caution d'une histoire qui est écrite à l'avance. Cette histoire, c'est l'histoire du groupe Bouygues qui vient voir le président de la République et qui lui dit: Monsieur le Président, TF1 ne va pas très bien, il faudrait que cela aille mieux demain parce que nous avons envie de racheter un groupe qui s'appelle, par exemple, Areva et de rentrer dans le nucléaire. Mais pour ça, il faut que nous ayons un groupe qui soit en pleine forme. Or, aujourd'hui, ça va
pas très bien. En même temps, l'audiovisuel public sans pub, vous étiez plutôt favorable au départ. Oui, c'est une idée, et je voudrais corriger, c'est une idée que les socialistes avaient au moment où il nous semblait dans nos textes, et elle date de plusieurs années, que la publicité était étroitement corrélée au contenu des programmes. Or, nous nous apercevons aujourd'hui que dans les modèles économiques des chaînes, et notamment des chaînes publiques, il y a une déconnexion entre la publicité et le contenu des programmes, entre le financement. Et donc, de ce point de vue-là, je demande ici officiellement au président de la République de revenir sur cette mauvaise idée du retrait de la publicité sur les chaînes publiques, puisqu'il n'est pas capable d'imaginer d'autres sources de financement. Le PS est d'accord avec vous? C'est la position de Bruno Le Roux. Très bien. Et vous pensez que Nicolas Sarkozy aujourd'hui est en train de tuer le service public? Je pense que Nicolas Sarkozy ne tue jamais. Il donne à ses amis. Et donc il est en train de préparer non simplement la capacité pour le groupe Bouygues, pour le groupe TF1 à pouvoir se remplir mieux les poches et peut-être à donner à quelques amis l'audiovisuel public dans les prochains mois. Allez, un petit tour à nouveau du côté des institutions avec la réforme du mode de scrutin du Sénat. On en a parlé tout à l'heure. Le Parti socialiste en a fait un de ses préalables au vote positif sur la réforme des institutions. Eh bien, les sénateurs socialistes ont donc déposé une proposition de loi visant à modifier le collège électoral des sénateurs. Un texte déjà rejeté par l'Assemblée nationale il y a 10 jours et qui a subi le même sort au Sénat mercredi après un débat forcément passionné dans l'hémicycle. Alexandrine Nicolas. On est là pour représenter les territoires, pas la population. La population, c'est l'Assemblée nationale. Faut-il réformer le mode d'élection des sénateurs? À l'heure actuelle, ils sont élus par une majorité d'élus de territoires ruraux, des territoires de moins en moins peuplés qui ne représentent plus vraiment la population française pour la gauche. Pour que cette représentation soit démocratique, c'est-à-dire représente bien l'ensemble de la population, il faut corriger avec les mutations sociologiques qu'il y a eu, et en particulier la perte d'habitants dans le milieu rural par rapport à 80% maintenant qui vivent dans les agglomérations. Pour la majorité, la démographie ne doit pas rentrer en ligne de compte car le Sénat doit représenter l'ensemble des territoires, même peu peuplés. La majorité qui affirme par ailleurs avoir déjà apporté des modifications à l'élection des sénateurs. Modifier le mode de scrutin, le moment n'est donc pas opportun. Pour l'instant, non, parce qu'on n'a pas attendu de voir ce qu'elle allait donner, les réformes qu'on a adoptées il y a 2 ans maintenant. Qu'il faille peut-être, et nous l'avons fait nous-mêmes à notre propre initiative en 2003, modifier un certain nombre de choses. On veut tout à fait bien en discuter, mais certainement pas, en tout cas, dans un débat préalable à la réforme de nos institutions. Une réforme des institutions dont l'avenir reste incertain. La gauche avait en effet posé comme préalable à sa ratification la réforme du mode de scrutin des sénateurs. C'est une figure du mitterrandisme qui a été exclue du Parti socialiste cette semaine. L'éviction de Michel Charasse, une éviction qu'il considère d'ailleurs comme un honneur. Le sénateur socialiste a été mis dehors après un conflit départemental pour la présidence du Conseil général du Puy-de-Dôme. Michel Charasse a aussitôt rejoint le groupe des radicaux au Sénat. Selon lui, pas besoin d'être parti socialiste pour affirmer des idées socialistes. Tout de suite, son portrait signé Lise Pressac. L'État et les collectivités locales. Bonjour l'État, bonjour les collectivités locales, je vous en prie, asseyez-vous, c'est la séance du Conseil, c'est ça, tout va bien. On connaît son goût pour les petites phrases, souvent assassines, son art de la formule et de la provocation. Michel Charasse et son humour dévastateur quittent les bancs du PS pour ceux des radicaux. Non, mais je me félicite, vous vous félicitez, je vous félicite, je ne vous félicite pas, etc. etc. Agacé, bousculé, c'est son credo. Certains diront qu'il en fait trop, d'autres apprécient au contraire sa gouaille et son franc-parler, même ses adversaires politiques. C'est un élu républicain qui a le sens de l'État et qui fait primer l'intérêt général sur les intérêts particuliers. Il n'aime pas la démagogie, moi non plus. Très honnêtement, je ne saurais pas vous dire quels sont les défauts dont on peut souffrir. J'en connais pas. Il est quelquefois excessif verbalement, si vous en voulez un, mais sur le fond, quand on a bien gratté cette carapace, on sait qu'il y a un homme de fond. Ancien député, ancien ministre du budget et conseiller de François Mitterrand à l'Élysée, 66 ans, dont 44 passés au Parti socialiste. L'homme est fidèle à sa commune depuis Guillaume dans le Puy-de-Dôme, dont il est maire depuis 77, à ses idées plus qu'à la ligne du parti, mais surtout à celui qui l'a accompagné pendant 20 ans, François Mitterrand, sa référence. Moi je fais mon métier, je le fais sans sectarisme, je suis absolument pas sectaire. Je déteste le sectarisme. François Mitterrand nous a expliqué en 81 que la pire chose dans la vie politique, dans une vie politique apaisée, où la démocratie fonctionne normalement, c'est le sectarisme.
Bon, c'est pas parce que vous pensez telle personne ne pense pas comme vous que c'est forcément un sale type, un imbécile, bon, etc. Éternel mitterrandiste, voilà bien la seule étiquette qu'il accepte qu'on lui colle. Et dès son exclusion du Parti socialiste, Michel Charasse a craché sur le parti dont le niveau, selon lui, ne dépasse pas celui des trottoirs. Il a même ajouté que le Parti socialiste ne parle plus aux Français pour leur dire la vérité. Vous allez le regretter, Michel Charasse, hein? Non, parce que je n'aime pas les francs-tireurs qui, comme ça, quelques secondes après simplement une exclusion, marchent sur leur parti, continuent à le piétiner. Et donc, il y a nécessité d'avoir des choses en commun pour appartenir à un parti, pas simplement d'être socialiste, d'avoir envie de vivre ensemble. Et Michel Charasse, visiblement, n'avait plus envie de vivre avec son parti depuis déjà longtemps. Allez, une bonne camaraderie socialiste. Sans transition, on passe à la journée de jeudi, une journée dominée par l'actualité économique. Ah oui. Et la bonne nouvelle de la semaine, c'est bien sûr celle concernant les chiffres du chômage, 7,2% au premier trimestre, un taux qui n'avait pas été atteint depuis 1983. Alors cela traduit une réelle embellie du marché du travail, mais sera-t-elle durable? Et surtout, va-t-on vers le plein emploi? C'est la question de la semaine avec tout de suite les réponses de Thomas Raguet et Alexandrine Nicolas. De moins en moins de chômeurs depuis 2006, une tendance à la baisse semble se confirmer. La raison à cela, des créations d'emplois, mais surtout un nombre important de départs à la retraite. Alors, se dirige-t-on vers le plein emploi que les économistes fixent autour de 5%? On observe que les moyens qui sont mis par chômeurs dans les pays qui sont au plein emploi sont nettement plus importants qu'en France. Et donc, il va y avoir cette question de l'accompagnement qui va être primordiale. Mais encore faut-il que l'on s'accorde sur la définition du plein emploi. Pour certains, avoir un emploi ne veut pas forcément dire vivre décemment. Pour nous, le taux devrait être un taux de chômage et de précarité. Il ne serait pas de 7,2, mais il serait à deux chiffres assurément et peut-être pas loin de 14%. Mais la tendance à la baisse du chômage pourrait bien s'arrêter. L'OCDE annonce en effet un taux de 7,6% pour l'année prochaine. Alors Bruno Leroux, est-ce qu'il faut quand même se réjouir de ces bons chiffres du chômage? Écoutez, moi d'abord, pour me réjouir des chiffres, je regarde la réalité dans ma circonscription. Beaucoup plus de précarité et il n'y a pas moins de problèmes aujourd'hui de chômage. Je ne dis pas que cela explose, je dis qu'il n'en a pas moins. Et donc ça m'a amené à regarder les chiffres. Ces chiffres, je les ai regardés attentivement. Nous sommes pour la première fois avec plus de 4% de première entrée au chômage. Et ce qui fait baisser les chiffres, c'est uniquement des entrées en stage, des entrées en dispositifs particuliers. Donc je constate que de façon mécanique, les chiffres baissent par la démographie, qu'on les fait baisser aussi par des entrées en stage et que ce faisant, on rejette sur les collectivités locales qui sont en première ligne la précarité. Parce que de plus en plus, il y a des gens qui ne travaillent pas assez pour pouvoir vivre convenablement. Quand même, Bruno Leroux, quand il y a une telle décrue, est-ce qu'on peut uniquement expliquer ça par du trucage? Est-ce qu'à un moment ou un autre, vous n'êtes pas obligé d'expliquer que c'est peut-être comme quelque part grâce à certaines actions menées par la droite? Non, d'ailleurs, la France est le seul pays qui, sur un an, perd un peu plus d'1,2% d'emplois. Et nous sommes un des seuls pays européens. Donc je constate qu'il n'y a ni croissance supplémentaire dans notre pays, ni création d'emplois. Qu'au contraire, il y a perte d'emplois. Et donc qu'à côté de l'aspect démographique qui conduisait à une baisse du chômage, il y a surtout une hausse de la précarité parce qu'il y a beaucoup d'entrées en emploi qui sont des entrées en temps partiel, des emplois précaires, des emplois. Et bien entendu, sur le terrain, nous le voyons aujourd'hui de façon démultipliée. Ces travailleurs, ces gens qui travaillent, ces salariés qui viennent nous voir en nous disant « je travaille et pourtant je n'arrive pas à payer mon loyer, je n'arrive pas à faire le mois entier. Dès le 15, je commence à compter. » Allez, on va maintenant parler des niches fiscales. Autre actualité du jour à l'Assemblée, après la publication d'un rapport de la Commission des finances établissant à 486 le nombre de bons plans fiscaux, soit une soixantaine de niches supplémentaires depuis 2003. Pour Didier Migaud, le président socialiste de cette commission, c'est toujours plus pour les plus fortunés et ça ne peut tout simplement plus durer. On l'écoute. Ce que l'on constate, c'est qu'on peut avoir des revenus très confortables, plusieurs centaines de milliers d'euros, plusieurs millions d'euros, et échapper en certaines situations totalement au paiement de l'impôt sur le revenu. Donc voilà, nous disons qu'il faut non seulement plafonner la dépense fiscale par dépense fiscale, mais également mettre en place un plafonnement global, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas échapper à un paiement d'un impôt sur le revenu. C'est une question de justice. Alors Didier Migaud est là bien dans son rôle, à la fois de président de commission des finances et de député socialiste, mais Christine Lagarde a l'air de vous avoir plutôt entendu, puisque depuis plusieurs semaines, elle ne cesse de dire qu'elle prend à bras le corps cette question des niches fiscales. Et elles augmentent ?
Comment vous expliquez qu'à un moment donné, il puisse y avoir un discours d'une ministre et que les Par chiffres rapport à 2003, qui sont... est-ce que là, il vous semble que la ministre de l'économie, effectivement, n'entend pas ces Non, je ne chiffres-là? crois pas. Il y a eu 3 niches fiscales, 3 ou 4 qui ont été abordées par la ministre et toutes celles qui sont les plus flagrantes, et ce n'est pas en comptant d'ailleurs celles qui ont été ajoutées simplement depuis 1 an. Donc il y a nécessité aujourd'hui... La gauche non plus ne s'était pas tellement attelée au problème quand même. À la suppression des niches fiscales, il y avait quand fiscales. même, je me permets de le rappeler, il n'y avait pas par exemple le paquet fiscal, ces 15 milliards d'euros qui avaient été votés pour la gauche. Aujourd'hui, il n'y aurait pas de problème fiscal de niche si nous n'étions pas à la recherche de la moindre ressource. Mais je m'aperçois qu'à chaque fois que l'on veut une ressource supplémentaire, on l'assoit sur le plus grand nombre de cotisants, c'est-à-dire sur les gens qui sont les classes moyennes et les plus modestes dans notre société. Mais qu'à chaque fois qu'il faut aller chercher les niches fiscales qui favorisent ceux qui ont le plus d'argent, le paquet fiscal qui favorise ceux qui sont les plus riches dans notre société. J'ai vu, moi, pour la région Île-de-France, le paquet qui a été rendu à ceux qui sont déjà les moins imposés, les plus riches dans notre région. C'est absolument scandaleux. Allez, au Sénat, les 2 mousquetaires des comptes publics, eh bien, ce sont Jean Arthuis et Philippe Marigny, respectivement président de la Commission des finances et rapporteur du budget. Chaque année, ils passent au crible les comptes des institutions publiques, comme par exemple l'Opéra de Paris, la Banque de France ou encore l'Imprimerie nationale. Jeudi, ils ont rendu leurs conclusions et elles sont sévères. Nicolas Béard. Depuis 2001, ils n'ont pas arrêté. C'est à la loupe que les sénateurs épluchent les comptes publics, ceux des institutions, l'Opéra de Paris, la Banque de France ou encore l'Imprimerie nationale. En tout, plus de 50 établissements publics chaque année. Une augmentation de 270% depuis 2007. Nous faisons ces contrôles, pas uniquement dans les administrations centrales, nous allons aussi dans les administrations déconcentrées. C'est le contrôle sur place et qui nous permet, à la fin, d'émettre des critiques, des recommandations qui donnent lieu à des auditions publiques, à des redressements et à un suivi pour vérifier si les recommandations ont été suivies. Les fins limiers du Sénat travaillent de pair avec la Cour des comptes. Ils traquent toutes les économies possibles, gage d'une bonne gestion des comptes publics. Nous observons des changements dans l'organisation des ministères, dans l'attitude prise par tel ou tel ministre, par telle ou telle administration, qui intègre, tout ou partie, des propositions que nous faisons. Nous devons, nous, parlementaires, nous exonérer d'un procès en complicité au dysfonctionnement de l'État. Les parlementaires espèrent beaucoup de la réforme des institutions pour accroître encore leur rôle de contrôle. 1 degré de plus dans le renforcement des pouvoirs du Parlement. Allez, on finit maintenant la semaine avec la journée de vendredi et une belle image. La belle image de cette fin de semaine, c'est cette très prestigieuse brochette de ténors politiques français aux côtés de Nicolas Sarkozy ce week-end au Liban pour un message fort de la France au pays du Cèdre après 18 mois de crise entre majorité anti-syrienne et l'opposition dominée par le Hezbollah. Les 2 partis ont trouvé un accord qui a permis l'élection du président Slimane et ce sont rien moins que Marie-Georges Buffet, François Bayrou, François Hollande et Jean-Pierre Raffarin qui sont avec le président français pour soutenir ce pas vers la paix. Une belle image. Vous avez enfin cessé la politique, Bruno Le Roux. Mais la politique, telle que je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, est affaire de différences d'idées. Là, nous sommes d'accord pour dire au Liban qu'il y a la volonté de la République, de toute la République, à être dans un partenariat. Pas un tutorat, pas un protectorat, mais le fait que les différentes forces politiques soient avec le président de la République, c'est la volonté de dire stabilité et aide de la France pour la reconstruction. Quoi qu'il arrive. Il y a eu débat quand même au PS pour savoir si vous deviez accompagner le président. Non, François Hollande a dit, dès qu'il a eu l'invitation, il s'est renseigné pour savoir le cadre qui était celui-ci, puisqu'il y avait une sorte d'improvisation dans ce qu'a fait le président de la République, à inviter les uns, à ne pas inviter les autres, et donc il convenait d'inviter tous les partis représentés à l'Assemblée nationale, cela a été fait, et donc à partir de là, il ne pouvait pas être question de petites questions de politique intérieure. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas tant de différence que cela entre la gauche et la droite sur certains sujets de politique étrangère. Ça veut dire qu'il peut y avoir, y compris sur le Liban, sur la façon où il va y avoir des débats, qui peuvent être des débats où nous aurons des différences. Mais aujourd'hui, le Liban a trouvé de la stabilité. Il est dans un processus où cette stabilité doit être confortée et notamment où il doit trouver de l'appui, des zones d'appui. Nous voulons dire aux Libanais que la France est toujours à leur côté. Et pour cela, je crois que le symbole de tous les partis représentés au Parlement avec le président était un beau symbole républicain.
Allez, après la politique étrangère, on va maintenant finir la semaine avec la présidente de cœur, bien sûr, à défaut d'être élue, Carla Bruni Sarkozy. L'hebdomadaire Le Point la met en une cette semaine avec ce titre La Présidente. Le Point qui publie en exclusivité des extraits du nouveau livre Politico People, Carla et Nicolas, la véritable histoire. C'est signé Yves Vazéroil et Valérie Benaïm. Ils y racontent par le menu la rencontre du couple présidentiel. C'est pipolesque à souhait. On sait tout des relations houleuses avec Rachida Dati en passant par les bons conseils de Bernadette Chirac, sans oublier la demande en mariage. Bref, Bruno Le Roux, rien de fondamental pour la République, mais ça va sans doute même s'arracher comme des petits pains. Vous lisez ce genre de livre? Non, je préfère les livres de Bertrand, les livres de Martine, tous les livres qui au Parti Socialiste. Tous ces livres du Parti Socialiste. Aujourd'hui, les livres de Ségolène. Mais non, vous savez, moi je n'ai pas voté pour Carla Bruni, donc je ne la reconnais pas comme présidente. Je n'aime pas la politique qui est faite par son mari. Je la conteste même droitement. Et pour autant, est-ce que vous lisez les livres alors de vos petits amis du Parti Socialiste? Oui, je lis les livres de mes amis, mais pour finir, pour finir sur Carla Bruni, je regrette qu'il puisse y avoir ce type de choses. Je trouve qu'elle représente notre pays. En tout cas, pour l'instant, elle n'a pas fait de faute. Elle a représenté de façon digne la France et je ne trouve pas sain ce genre de livre. Pour ce qui est des socialistes, je voudrais qu'ils s'occupent peut-être moins quelquefois de chercher à vendre des livres et plus de faire en sorte de nourrir véritablement un débat d'idées à l'intérieur du Parti Socialiste. On a quelquefois trop tendance à croire que leur cohérence, ils vont la chercher à l'extérieur, mais qu'ils sont dans des jeux à l'intérieur. Eh bien, François Hollande a dit, posons les idées sur la table, faisons en sorte que chacun dise d'accord, pas d'accord, et exprimons-nous peut-être moins avec les livres à côté et plus avec les débats à l'intérieur. Merci beaucoup Bruno Le Roux d'avoir été avec tous nous. ensemble, peut-être, c'est la solution. C'est une motion de congrès, ça s'appelle une synthèse, Émilie. Merci, et on se retrouve la semaine prochaine, Perrine, même endroit, même heure. Exactement. Nouveau Parlement Hebdo, nouvel invité. À la semaine prochaine. Très bonne semaine à tous. « 577 enfants réunis à l'Assemblée nationale, des écoliers de CM2 qui viendront dans l'hémicycle pour faire aboutir la loi qui compte pour eux. Le temps d'une journée, découvrez la politique vue par des apprentis députés très impliqués. Un événement à vivre en direct, aujourd'hui à partir de 10h et 14h sur la chaîne parlementaire.